Super. Je pense que c'est bon. On peut déjà commencer. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à notre webinaire du mois de mars. Mes excuses, du mois de mai. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation silencieuse des maladies chroniques et comment les dépistages préventifs peuvent sauver votre vie. Et donc, nous avons avec nous le docteur Lamine Sissé qui partagera avec nous des conseils pratiques et des informations précieuses sur, sur ces sujets importants. Et plus tard, je vais aussi vous montrer comment vous pouvez faire une demande de prise en charge pour bénéficier de vos prestations pour des soins préventifs. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence et à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Bonjour tout le monde, à toute l'assistance. Nous allons commencer par remercier Sport pour cette session de webinaire donc, très importante sur le bien-être. Donc, aujourd'hui, notre thème va porter sur l'augmentation silencieuse et maladies chroniques. Donc, cette session va porter sur principalement les maladies chroniques et comment les dépistages préventifs peuvent sauver votre vie. Donc, je me présente, moi c'est Dr Lamine Sissé. Donc, je suis médecin généraliste et diplômé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je suis médecin qui exerce actuellement au Sénégal, principalement à Touba, donc, dans la région de Diourbel, donc en tant que praticien. Donc, nous accompagnons ici les patients souvent dans la prévention et la prise en charge des pathologies chroniques et qui sont le plus courantes ici au Sénégal, l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Donc, et nous allons également les accompagner souvent dans l'éducation thérapeutique. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'augmentation silencieuse des maladies chroniques. Donc, qui dit maladie chronique va dire des pathologies, c'est-à-dire des maladies donc, qui sont présentes depuis plus de 3 mois. Donc, c'est une maladie qui est présente, donc qui est présente dans l'organisme depuis plus de 3 mois. Donc, et souvent, ces maladies chroniques, ce sont des maladies qui évoluent le plus souvent de façon silencieuse, mais également, c'est une évolution qui est lente. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se manifestent pas dans l'immédiat, mais ils peuvent exister dans l'organisme pendant des mois avant de se manifester. Donc, souvent, ces maladies chroniques nécessitent donc un suivi et une prise en charge régulière. Donc, l'exemple, on a cité quelques exemples ici, donc de maladies chroniques, par exemple le diabète. Donc, on sait que le diabète, il peut exister dans l'organisme pendant des années, voire 5 à 10 ans avant même les premiers signes. Il y a aussi l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est aussi une maladie chronique, donc qui peut être présente dans l'organisme et ne manifester aucun symptôme. C'est ce qu'on appelle des maladies asymptomatiques. Donc, avant de se manifester plus tard. Donc, il y a aussi l'insulinorésistance. L'insulinorésistance qui est en rapport aussi avec le diabète. Les autres pathologies chroniques, il y a l'obésité, il y a les maladies cardiaques. Souvent, les maladies cardiaques aussi peuvent être silencieuses durant des mois avant de se manifester. L'hypercholestérolémie, donc l'hypercholestérolémie, c'est le taux de cholestérol dans le sang qui est élevé. Quand on parle d'hypercholestérolémie, c'est le taux de cholestérol dans le sang donc, qui est augmenté. Il y a aussi certains cancers, donc les cancers aussi, ils vont évoluer le plus souvent de façon silencieuse, donc durant des années avant de se manifester. Donc, d'où l'importance donc, de la prévention. Donc, les maladies chroniques, donc, ce sont des maladies
résumé, donc qui sont présentes dans l'organisme durant des mois, voire même des années, donc avant de se manifester. Donc, souvent, ils se manifestent de façon silencieuse, c'est-à-dire ils sont asymptomatiques au début, mais à la longue, vous allez voir les premiers signes. Donc, et souvent, ça peut être trop tard donc, dans le diagnostic. Le problème du silence. Donc, quand on parle de maladie silencieuse, donc, c'est que la maladie ne présente aucun symptôme. Donc, ici, avoir donc des symptômes est une chance. Parce que l'organisme, lorsqu'il est confronté à une situation qui est nouvelle, donc il y a quelque chose, que ce soit une pathologie donc, qui est présente dans l'organisme, souvent il a tendance à réagir. Donc, cette réaction de l'organisme, c'est ce qu'on appelle les symptômes. Donc, ces symptômes-là, ils vous disent qu'il y a un changement dans l'organisme. Donc, avoir des symptômes ici est une chance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et si vous savez que quelque chose ne va pas bien, vous allez pouvoir signaler le problème et le résoudre. Donc, ici, avoir des symptômes est une chance. Donc, les symptômes vont signaler qu'il y a un problème. Donc, les maladies chroniques, ils peuvent évoluer pendant des années sans présenter des symptômes. Donc, ce sont les maladies dont on a cité tout à l'heure, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, etc. Donc, ce sont des maladies donc, qui, au début, ne présentent pas de symptômes ou bien des fois présentent des symptômes qui sont légers. Donc, vous pouvez présenter des symptômes qui sont légers et que l'individu, le patient lui-même, peut même juger que ce n'est pas grave, ce sont des symptômes qui sont passagers. Donc, parce qu'au début, ce sont des symptômes qui sont très légers. Donc, environ 46% des adultes souffrent d'une hypertension artérielle. Et ces 46%-là ignorent qu'ils sont atteints. Donc ça, c'est une étude qui a montré que 46% des adultes peuvent avoir une hypertension artérielle et qu'ils l'ignorent même. Donc souvent, c'est dû au fait que les symptômes au début donc, ne sont pas connus. Donc, les symptômes ne sont pas présents et elle peut évoluer en souterrain pendant longtemps avant de se manifester. Donc, ça, c'est le principal problème du silence. Donc, dès qu'on aperçoit les premiers symptômes, donc on doit se dire que c'est une chance et aller en consultation pour essayer de résoudre ce problème. Donc, ça, c'est l'épidémiologie, donc la transition épidémiologique. La transition épidémiologique a entraîné une diminution des décès dus aux infections et au traumatisme, mais une augmentation de ceux liés aux maladies chroniques. Donc, avant, on constatait que les principaux maladies que l'on retrouvait, donc, c'est des maladies infectieuses. Donc, ces maladies infectieuses ou bien des traumatismes. Maintenant, actuellement, on est en transition. Donc, cette transition montre une augmentation progressive des maladies chroniques qui sont en train de gagner du terrain. Donc, ces maladies apparaissent de plus en plus tôt et pas seulement chez les personnes âgées. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les personnes âgées qui peuvent avoir des maladies chroniques, mais également des sujets adultes jeunes, à partir de 30 ans, 40 ans, ils peuvent aussi avoir des maladies chroniques. Les principaux facteurs de mortalité de ces pathologies chroniques peuvent être des maladies cardiovasculaires. Donc, ces maladies cardiovasculaires, donc, ou bien des cancers, ou bien le diabète, ou bien même la démence. Donc, dans ce graphique, il montre la proportion des maladies et ceux des infections. Donc, les maladies chroniques, ce qu'on appelle souvent les maladies non transmissibles, donc ils sont en train de gagner du terrain progressivement. Si vous voyez la courbe, elle augmente. Donc,
Donc, progressivement, on est en train d'augmenter jusqu'à atteindre les pathologies donc, infectieuses dont on parlait, qui depuis longtemps sont restées à des proportions très élevées. Maintenant, dans le contexte africain, donc les maladies infectieuses, donc elles sont toujours présentes, donc elles n'ont pas diminué, en témoigne la courbe qu'on a présentée tout à l'heure. Donc ces pathologies, elles restent prédominantes. Mais également, on observe cependant une augmentation aussi constante des maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles, ce sont les maladies dont on a parlé. Donc, les pathologies chroniques, souvent, ce sont des maladies qui ne sont pas transmissibles d'homme à homme. Exemple, le diabète. On ne peut pas le transmettre entre les adultes. Donc, on va dire que l'Afrique est en transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'ils vont quitter les maladies, la prédominance des maladies infectieuses et passer dans l'installation donc des maladies non transmissibles. Donc, les maladies non transmissibles vont actuellement inverser la tendance, donc, et ceci de façon progressive. Maintenant, deux profils vont coexister. Il y a toujours la prédominance des maladies infectieuses, mais également des maladies chroniques. Donc, on constate donc une augmentation des maladies chroniques, y compris même chez les jeunes. Donc, ce n'est pas des maladies qui peuvent atteindre seulement les adultes, mais également les jeunes adultes peuvent donc être atteints de ces maladies chroniques. Maintenant, quelle est la raison de l'augmentation progressive de ces maladies chroniques? Donc, pourquoi leur nombre augmente-t-il? Donc, le principal élément mis en cause, c'est le mode de vie moderne. Donc, actuellement, notre mode de vie donc, est la principale cause de l'augmentation des maladies chroniques. Donc, ceci met en jeu plusieurs éléments. Donc, nous avons les aliments transformés. Donc, actuellement, on sait que plusieurs aliments sont transformés avec les aliments, donc dans les conserves, etc. Mais également l'augmentation des fast-foods, donc la restauration rapide. La restauration rapide, les fast-foods qu'on a l'habitude d'utiliser, les hamburgers, les shawarma, etc. On sait que ces maladies-là, ces aliments-là sont très riches en lipides, mais également en sucre. Et ces éléments-là sont les principales causes de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle. Mais également, à part la mauvaise alimentation, il y a également le manque d'activité physique. Le manque d'activité physique régulière, donc, va entrer dans ce qu'on appelle la sédentarité. Donc, il faut une activité physique régulière pour éviter ces maladies. Autre élément mis en cause, le manque de sommeil. Donc, le manque de sommeil va entrer en cause également, donc, qui peut entraîner du stress, mais également, ce manque de sommeil va entraîner une fatigue dans l'organisme. Donc, ces habitudes-là, que ce soit la mauvaise alimentation, la sédentarité, le stress chronique, le manque de sommeil, il y a aussi deux autres éléments, donc des facteurs de risque très connus, donc qui est la consommation d'alcool et de tabac. Le tabac, il entre presque dans tous les facteurs de risque des cancers. Donc, quand on parle de cancer, le tabac est très souvent mis en cause, que ce soit les cancers pulmonaires, etc. Donc, dans tous les cancers, vous allez voir que le tabac, il entre en cause, mais également la consommation excessive d'alcool. Donc, tous ces éléments, donc, associés à la mauvaise alimentation, donc, et ceci est schématisé ici. Nous avons une illustration ici, donc, qui associe la mauvaise alimentation, donc avec les fast-foods, mais également la sédentarité. On voit donc quelqu'un qui est en train de dormir actuellement, qui est probablement sédentaire, mais également l'obésité. Donc, cette obésité est souvent due à l'association de ces deux, mauvaise alimentation, sédentarité.
Donc, ce sera donc ces éléments qui sont principalement mis en cause. Maintenant, le danger de se sentir bien. Se sentir bien ne veut pas dire donc qu'il n'y a pas de maladie. Donc, l'absence de symptômes ne signifie pas qu'il y a une absence de maladie. Donc, de nombreuses pathologies peuvent se développer silencieusement. Donc, on en a cité plusieurs exemples en amont, le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Donc, souvent au début, tu peux ne pas présenter de symptômes, mais cela ne signifie pas que l'individu est sain. Donc, l'absence de symptômes ne signifie pas qu'il y a absence de maladie. Donc, en l'absence de ces symptômes-là, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de faire des dépistages. Donc, c'est le dépistage qui nous permet de savoir s'il y a réellement donc, une maladie ou pas. Donc, les maladies asymptomatiques, comme on l'a cité tout à l'heure, ils peuvent être l'hypertension artérielle. Donc, dans l'hypertension artérielle, c'est l'augmentation de la tension artérielle. Donc, la tension artérielle, donc s'il augmente, il va entraîner des symptômes dans l'organisme, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau cérébral ou bien au niveau rénal. Il y a aussi le diabète. Donc, au début, le diabète est asymptomatique. Donc, au début, on n'a pas de signes, mais plus tard, on peut présenter des signes comme donc l'amaigrissement, comme la polyurie, c'est-à-dire quelqu'un qui urine beaucoup, la polytypsie, quelqu'un qui boit beaucoup. Donc ça, ce sont des signes de diabète. La dyslipidémie également, la dyslipidémie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Donc, le taux de cholestérol, on a plusieurs types de cholestérol, LDL, cholestérol total, etc. Mais l'essentiel, c'est de faire un bilan sanguin pour savoir qu'on a une hypercholestérolémie. Donc, cette dyslipidémie, il fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a l'insuffisance rénale chronique. Donc, dans l'insuffisance rénale, on appelle insuffisance rénale chronique une pathologie rénale donc, qui est chronique, c'est-à-dire plus de 3 mois, mais également, il va définir que le rein n'assure plus ses fonctions de façon correcte. Quelle est la fonction du rein? C'est de filtrer le sang. Et on a aussi des pathologies cardiaques, les maladies cardiaques, donc les insuffisances cardiaques. Donc, il y a des insuffisances cardiaques chroniques. Donc là, ils peuvent se manifester tardivement. Il y a aussi les cancers, donc, comme on le connaît. Donc, les cancers aussi se manifestent le plus souvent de façon silencieuse. L'hyperuricémie aussi. Donc, l'hyperuricémie, souvent, elle est due à la consommation excessive de viande. Donc, il peut se manifester de façon tardive par une goutte, donc des pathologies au niveau des membres inférieurs. Donc, ça, c'est le danger de se sentir bien. Donc, tu peux développer des maladies asymptomatiques, mais qui sont assez graves, donc qui pouvaient être prévenues par le dépistage et la prévention. Maintenant, quelle est la physiopathologie de ces maladies? Donc, on a pris un exemple ici avec l'insulinorésistance. Donc, ici, la prise de poids. Donc, quand on mange déséquilibré, une mauvaise alimentation associée à une activité physiquement moindre, c'est-à-dire la sédentarité, la prise de poids va entraîner une accumulation de graisse viscérale. Quand on parle de graisse viscérale, ce sont les graisses qui sont au niveau des organes abdominaux. Donc, la graisse abdominale. Donc, on va voir que l'abdomen va augmenter de volume. La graisse viscérale va entourer les organes internes, entre les organes internes, le cœur, le foie, la rate, etc., les reins. Et métaboliquement, cette graisse, elle est active. Donc, elle va sécréter des substances qui sont inflammatoires
sécrète aussi ce qu'on appelle des enzymes qui vont perturber la réponse de l'organisme à l'insuline. Donc, exemple ici, lorsque l'on mange beaucoup, par exemple, on mange beaucoup, c'est-à-dire que l'alimentation elle est excessive, elle est déséquilibrée. Donc, cela va entraîner une augmentation de la glycémie. Donc, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc, lorsque le taux de sucre dans le sang est augmenté, donc cela entraîne aussi une libération excessive d'insuline. Donc, l'insuline va être libérée de façon importante. L'insuline, c'est une hormone qui permet de baisser la glycémie. Donc, la glycémie, comme on l'a dit, c'est le taux de sucre dans le sang. Et lorsque l'organisme constate que le taux de sucre est élevé, il va libérer ce qu'on appelle l'insuline, qui est une hormone qui va permettre de baisser cette augmentation de l'insuline, cette hyperglycémie. Donc, et cette augmentation donc, de la libération de l'insuline va entraîner, donc il y a une faim on a l'habitude à avoir faim, donc une faim rageuse. Donc, il va aussi entraîner une fatigue, etc. Donc, il va entraîner un stockage important de la graisse donc, au niveau des organes internes. Donc, et ceci va encore entraîner une augmentation encore de la faim. Donc, quand on a faim, donc grâce à cette insuline-là, on va encore manger donc beaucoup plus. Donc, c'est une roue qui va tourner. Donc, elle est en continu. Donc, au début, donc c'est une augmentation de l'alimentation. On a faim trop souvent, on mange déséquilibré. Le taux de glycémie va augmenter. Si le taux de glycémie augmente, l'organisme sécrète donc beaucoup d'insuline. Cette sécrétion importante d'insuline va encore entraîner un stockage important de la graisse, mais également une fatigue et une faim qui est rageuse. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, dans la physiopathologie, la graisse viscérale va provoquer également une inflammation chronique. Donc, l'inflammation chronique est associée donc aux maladies cardiovasculaires, aux accidents vasculaires cérébraux. On a l'habitude d'appeler AVC. Mais également, elle est associée également au diabète et à d'autres maladies chroniques. Donc, il est important de réduire la graisse abdominale. Donc, cette graisse abdominale entraîne une augmentation donc, de l'abdomen. Donc, chez l'homme, on doit mesurer le périmètre abdominal, c'est-à-dire le tour de l'abdomen. On mesure le périmètre de l'abdomen et chez l'homme, il doit être moins de 94 cm. Et chez la femme, ça doit être moins de 80 cm. Donc, pour mesurer le périmètre abdominal, vous avez besoin d'un centisouple et on mesure le périmètre de l'abdomen au niveau de l'ombilic. Donc, et ceci doit être inférieur à 94 cm chez l'homme et inférieur à 80 cm chez la femme. Maintenant, quels sont les examens préventifs qui peuvent nous permettre de prévenir ces maladies chroniques? Donc, il y a des examens médicaux qu'on peut faire avant même l'apparition des symptômes. Donc, ces examens peuvent s'agir d'une consultation chez votre médecin traitant ou bien des dépistages avec des analyses biologiques ou bien des examens paracliniques. Donc, ces examens médicaux avant l'apparition des symptômes. L'objectif de ce dépistage, donc, c'est de dépister très tôt votre maladie, mais pouvoir également intervenir donc très tôt donc, pour la prise en charge de ces maladies. Donc, un dépistage et intervention précoce. Donc, quand on dépiste tôt, on a la possibilité de traiter tôt. Donc, si on traite tôt, on a des avantages.
Donc, pourquoi passer des tests de dépistage? Donc, il y a plusieurs avantages. Ces avantages peuvent être un dépistage précoce qui peut sauver beaucoup de vies. Donc, il y a certaines pathologies. Donc, si on le découvre tardivement, donc souvent, elle est en stade avancé. Donc, souvent, le traitement peut poser problème ou bien même arriver à un stade terminal où on ne peut plus le traiter, comme dans les cas des cancers. L'autre avantage donc, du dépistage précoce, donc, c'est un traitement plus simple et plus efficace. Donc, quand on dépiste précocement notre maladie, on va avoir la possibilité de le traiter de façon beaucoup plus simple, mais également de façon beaucoup plus efficace. Donc, plus on le découvre tôt, plus on a des chances de pouvoir guérir cette maladie ou bien de le contrôler positivement. L'autre avantage du dépistage précoce, qui est aussi très important dans notre contexte, c'est de réduire les coûts de soins de santé à long terme. Donc, qui dit pathologie chronique, maladie chronique, va dire donc un traitement à la longue. Donc, ces traitements peuvent entraîner un épuisement financier au long terme. Donc, de ce fait, si on le découvre très tôt, donc non seulement le coût du traitement va être diminué, mais également le coût des soins postérieurs. Donc, le suivi aussi sera beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Donc, on a principalement 3 à 4 avantages de se dépister précocement. On connaît très tôt notre maladie et s'octroyer plus de chances de pouvoir les guérir. Un traitement qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à guérir, donc beaucoup plus efficace avec les traitements de dernière génération, mais également la réduction du coût du traitement. Maintenant, quels sont les tests clés à faire pour le dépistage? Donc, pour le dépistage, on a plusieurs tests à faire, donc plusieurs examens. D'abord, il y a la prise de la tension artérielle. Donc, la prise de la tension artérielle, donc, c'est la prise de la tension à l'aide d'un tensiomètre, donc, qui peut se faire donc, chez votre clinicien, ou bien même si vous avez un tensiomètre, vous pouvez le prendre même pour vous-même et demander conseil à votre médecin. L'autre examen, c'est la glycémie. Donc, la prise de la glycémie, donc, c'est pour savoir le taux de sucre dans le sang. Donc, ce taux de sucre dans le sang peut le contrôle de ce taux de sucre peut vous permettre de savoir si vous avez un diabète ou bien le prévenir. Donc, ce sera une prise de sang donc, qu'on va envoyer au niveau du laboratoire pour savoir le taux de glycémie. Également, la mesure du poids, du tour de taille et le calcul de l'IMC. L'IMC, c'est ce qu'on appelle l'index de masse corporelle. Donc, l'IMC nous permet de savoir si la personne est maigre, si elle est en bon état physique ou bien s'il est obèse, s'il est en surpoids, s'il est obèse. Donc, l'IMC se calcule avec le poids et la taille. Donc, nous avons besoin de la taille de la personne et du poids pour calculer l'IMC. Donc, si on calcule l'IMC, on saura si l'indice de masse corporelle, donc on va savoir si la personne a un bon poids ou bien s'il est en surpoids ou bien s'il est obèse. Le tour de taille également, on en a parlé tout à l'heure, c'est le périmètre abdominal. Donc, il est recommandé d'avoir un périmètre abdominal chez l'homme inférieur à 94 et chez la femme 80 cm. Donc, on l'a dit tout à l'heure, vous avez besoin d'un centre souple. Donc, on va prendre au niveau de l'ombilic et on mesure le périmètre de l'abdomen. Donc, s'il est supérieur à 94, donc on va dire que c'est un facteur de risque de développer des pathologies chroniques
Le taux de cholestérol également sera, donc on pourra savoir notre taux de cholestérol avec la prise de sang. Donc on fait des analyses biologiques et on saura si le taux de cholestérol est augmenté. Donc dans le sang, il y a plusieurs types de cholestérol. Donc il y a les LDL cholestérol, les HDL cholestérol, les triglycérides. Donc, et on va voir si ces taux de cholestérol sont dans la norme ou s'ils sont élevés. Le dépistage du cancer aussi peut se faire donc, chez votre clinicien. Vous allez en consultation et on va faire aussi des prélèvements. Mais également vérifier les antécédents familiaux significatifs. Donc, il y a certains antécédents familiaux qui sont significatifs. Donc, s'il y a des antécédents de maladies cardiovasculaires, donc on a probablement des chances de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, dans ces cas-là, ces patients-là devront être suivis de façon régulière pour dépister ces types de pathologies. Donc, principalement, donc, ce sont des examens de routine que l'on fait donc, pour le dépistage donc, et qui sont très accessibles. Également, il faudra des examens réguliers, c'est-à-dire des consultations régulières chez votre médecin de suivi. Donc, faire des bilans de santé annuels. Donc, il est recommandé de faire des bilans de santé chaque année. Donc, et ceci avec un suivi continu. Donc, il doit être personnalisé selon l'âge et les facteurs de risque. Donc, chaque patient, donc, selon son âge, donc, il y a des recommandations donc, et des bilans qu'il doit faire chaque année donc, pour son suivi. Le dépistage par groupe d'âge. Donc, ici, chez les jeunes adultes, donc, principalement, on va faire des conseils sur le mode de vie. Le mode de vie, conseils sur les tests de base qu'on a cités tout à l'heure, mais également chez les sujets qui ont plus de 40 ans, donc il est principalement recommandé de rechercher ce qu'on appelle les cancers du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus qui est très fréquent, mais également le cancer du sein, le cancer de la peau. Donc, les cancers du col de l'utérus et le cancer du sein sont les cancers les plus fréquents chez la femme. Chez les sujets âgés de plus de 45 ans, évaluer les facteurs de risque métaboliques et cardiovasculaires. Il faut évaluer les facteurs de risque métaboliques et cardiovasculaires, c'est-à-dire, donc, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. Par exemple, s'il a donc, voir s'il présente des facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension artérielle, diabète, obésité, donc hypercholestérolémie. Donc, tout ça, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire qu'il faudra évaluer. La santé des femmes. Donc, chez les femmes, qu'est-ce qu'on va leur recommander? Donc, pour le cancer, on va demander de faire des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus, comme on l'a dit. Donc, ce sont les cancers les plus fréquents chez la femme. Donc, d'où, à partir de 40 ans, il faudra faire des dépistages pour le cancer du sein. Donc, dans le dépistage de cancer du sein, il y a des examens à faire comme la mammographie ou bien l'échographie mammaire ou bien même l'autopalpation donc, du sein. Donc, l'autopalpation vous permet de voir s'il y a des nodules au niveau du sein. Donc, à partir de là, si vous ressentez qu'il y a des nodules, vous pouvez aller en consultation pour faire une échographie ou bien une mammographie. Également, dans le cancer du col de l'utérus, on peut faire des frottis cérvico-vaginales. Donc, les frottis cérvico-vaginales, donc, ce sont des tests avec des prélèvements qu'on va faire pour tester pour voir s'il y a des cellules précancéreuses, etc. Le test HPV aussi, c'est le virus l'human virus, le virus papillomavirus humain. Donc, ce virus-là, donc, c'est le virus qui cause le plus les cancers du col de l'utérus. Donc, c'est pourquoi on fait le test HPV le plus souvent.
Donc, c'est le virus qui est en cause dans 90% dans les cancers du col de l'utérus. Pour la santé hormonale, donc santé cardiovasculaire et métabolique, donc ça va également intervenir en collaboration donc, dans la santé hormonale. Notamment pendant la ménopause, nous savons qu'il y a une sécrétion donc, des hormones chez la femme donc, qui peuvent entraîner des perturbations au niveau métabolique, mais également au niveau cardiovasculaire. Et à partir de 45 ans, donc, on peut aussi faire le dépistage des cancers colorectals. Le cancer colorectal, ce sont les cancers qui atteignent le côlon, qui est le gros intestin, ou bien le rectum, qui est la partie terminale de l'intestin. Donc, avec la coloscopie, donc, qui est un examen endoscopique, donc, il peut permettre de dépister les cancers colorectaux. Pour la santé des hommes, donc, on sait que les cancers de la prostate donc, sont les les deuxièmes cancers après les cancers du poumon, donc, qui atteignent les hommes. Donc, pour dépister les cancers de la prostate, on peut faire des tests sanguins. Donc, ce test sanguin avec examen de la PSA, donc, qui est l'antigène spécifique de la prostate. Donc, ce PSA-là, on peut le doser donc, pour voir s'il est augmenté ou diminué, s'il est perturbé, pour voir s'il y a un cancer de la prostate. Il y a aussi la santé cardiovasculaire, qui est l'examen de base. L'examen de base, donc, c'est l'examen de routine que l'on fait au niveau des cliniques ou hôpitaux. On peut aussi faire des tests d'effort cardiaque, donc des ECG d'effort, ou bien des échographies des artères, ou bien des carotides pour voir s'il y a une atteinte vasculaire. Et à partir de 45 ans également, on peut faire une coloscopie, comme chez la femme, pour dépister les cancers colorectaux. Donc, ici, il faudra donc faire soit un examen de PSA, dépister les cancers de prostate, voir s'il y a une pathologie cardiovasculaire, mais également dans le dépistage des cancers du côlon, donc avec la coloscopie. Donc, si des tests de dépistage existent, pourquoi ne sont-ils pas utilisés? Donc, si on a des tests de dépistage et qui peuvent prévenir et réduire le coût des traitements, donc pourquoi donc souvent on n'utilise pas ces tests de dépistage? Il y a des obstacles qui ont été notés. La première, c'est le manque d'informations sur son importance. Donc, peut-être que la plupart des personnes donc, peuvent ignorer l'existence de ces tests de dépistage ou bien leur importance. Donc, le manque d'informations sur le dépistage, sur la prise en charge, sur les coûts, sur l'importance, donc peuvent entraîner une négligence de ce côté, mais également les coûts associés. Donc, l'obstacle peut être des coûts, c'est-à-dire ils peuvent penser que ça sera cher de se dépister, de faire des examens sans même avoir aucun symptôme. La crainte du diagnostic, d'autres peuvent avoir peur de savoir leur maladie. Donc, souvent, il y en a qui disent qu'ils ont peur donc, de découvrir leur maladie, peut-être dans leur conscience, ils peuvent ne pas gérer. Ou bien la préférence de l'ignorance. Donc, il y en a qui préfèrent ignorer donc, ce qui leur arrive. Donc, ou bien on peut avoir une vie trépidante avec manque de temps, donc avec le contexte habituel, le job, le stress, la famille. Donc, souvent, on peut ne pas avoir de temps pour soi-même. Donc, le manque de temps pour soi-même donc, peut entraîner donc, une négligence d'aller faire des dépistages. Donc, il y a plusieurs obstacles qu'on peut noter. Donc, ça, ils peuvent être des obstacles isolés comme ils peuvent être associés. Donc, il y en a qui peuvent associer tous ces obstacles-là. Maintenant, que se passe-t-il si nous ne mettons pas en place un plan de suivi?
Donc, nous allons développer des symptômes d'une maladie. Donc, soit le diabète, qui va se manifester soit par une soif accrue, tu vas voir que tu bois beaucoup, une perte de poids avec un amaigrissement, une mauvaise cicatrisation. Donc, souvent, vous pouvez constater que vous avez des plaies qui ne vont pas guérir facilement. Donc, tu as une mauvaise cicatrisation. Des fourmillements, vous pouvez ressentir des fourmillements ou bien des engourdissements au niveau des membres inférieurs ou bien des extrémités. Donc, ce qu'on appelle souvent les neuropathies périphériques, ou bien même une vision qui est troublée. Dans le cas de l'hypertension artérielle, il se manifeste principalement par quatre signes. Donc, il y a les maux de tête, les céphalées. Donc, les maux de tête que l'on a, donc, des fois, ils peuvent être passagers. Donc, un jour, vous avez des céphalées, l'autre jour, ça disparaît. Des troubles de la vision, vous pouvez avoir des flous visuels, c'est-à-dire que vous ne voyez pas bien, soit vous avez des aspects de mouches qui volent, ou bien vous voyez un double. Soit vous avez des acouphènes. Des fois, vous pouvez avoir des étourdissements, donc les acouphènes, ou bien même des vertiges. Donc, vous pouvez avoir des vertiges. Donc, ce sont des signes d'hypertension artérielle. Et enfin, donc, les maladies cardiaques, donc avec des douleurs thoraciques. Donc, les douleurs thoraciques sont bien définies, donc on appelle l'angine de poitrine. Dans les maladies cardiaques, donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'angine de poitrine, qui est une douleur au niveau du cœur, donc au niveau de la région thoracique, donc souvent qui irradie vers l'épaule gauche, avec une douleur qui est parfois très intense, donc selon le niveau de l'atteinte. Maintenant, on développe ces symptômes-là. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent amener? Donc, ça veut dire qu'on a des pathologies chroniques qui sont installées. Donc, ces pathologies chroniques, comme on l'a cité tout à l'heure, ils peuvent correspondre à un diabète, ils peuvent correspondre à un AVC, un accident vasculaire cérébral, ils peuvent correspondre à un cancer ou bien des maladies d'Alzheimer, ils peuvent correspondre à des maladies pulmonaires ou bien des maladies cardiaques chroniques, ou bien des arthrites, ils peuvent correspondre à des arthrites, des arthroses, parce que ça, ce sont des pathologies chroniques. Ils peuvent même correspondre à des maladies cardiaques chroniques. Donc, et le résultat, donc, c'est quoi? C'est la maladie est généralement plus avancée que d'habitude, plus difficile à traiter et associée à un pronostic beaucoup plus sombre. Donc, le diagnostic tardif donc, va entraîner qu'on est à un stade avancé. Ensuite, si on est à un stade avancé, on sait que le traitement sera beaucoup plus difficile. Mais également, donc, le pronostic de cette maladie va être beaucoup plus sombre. Donc, ce suivi donc, peut entraîner d'autres maladies comme les insuffisances, les infarctus cardiaques, qu'on appelle les IDM, les infarctus du myocarde. On a souvent tendance à l'appeler en langage courant arrêt cardiaque. Quelqu'un qui fait une attaque cardiaque, donc ce sont les infarctus du myocarde. Les insuffisances cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale, les cancers avancés. Donc, la conséquence, comme on l'a dit, donc c'est un traitement qui est difficile, donc qui est beaucoup plus coûteux et un pronostic beaucoup plus sombre. Les mythes courantes qu'on a d'habitude d'entendre, donc, ça peut être je me fais tester si je suis malade. Donc, quelqu'un qui dit que je ne me fais tester que si je suis malade. Donc, comme on l'a dit au début, le manque de symptômes ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de maladie. Le deuxièmement, nous avons je suis trop jeune pour m'inquiéter. Donc, quelqu'un qui pense qu'il est jeune donc, et qu'il ne peut pas être atteint par des pathologies chroniques. Alors que les pathologies chroniques peuvent même commencer dès le bas âge quand on est jeune. Donc, puisque ce sont des pathologies chroniques silencieuses, ils peuvent attendre 5 ans, voire 10 ans après avant de se manifester. Donc, je suis trop jeune
Donc, il faut savoir que les adultes jeunes aussi peuvent être affectés par les maladies chroniques. Le troisième point, je n'ai aucun antécédent familial d'activité criminelle, je suis en sécurité. Quelqu'un qui pense que, puisqu'il n'a pas d'antécédent familial de maladie cardiovasculaire, de cancer, donc il peut ne pas s'inquiéter. Donc, il a la conscience tranquille qu'il n'est pas atteint et qu'il n'en aura pas. Donc, ça aussi, ce sont des mythes. Donc, il faut savoir que les sujets jeunes, les sujets âgés, quelqu'un qui se sent bien, donc tous peuvent développer une pathologie chronique et le plus souvent, comme cela reste silencieuse, on peut ne pas le savoir. Donc, il faudra changer les mentalités. Donc, comment changer les mentalités par la prévention? Donc, au lieu de réagir, donc, il faudra acter donc, dans la prévention. Donc, essayer, donc, même si on n'est pas malade, même si on est trop occupé, donc, aller se faire des dépistages fréquents donc, et réguliers. Donc, cette responsabilité, donc, nos propres choix sont les principaux facteurs déterminants. Donc, nos propres choix d'aujourd'hui, c'est ce qui détermine les actions de demain. Donc, il faudra dès à présent faire des dépistages, donc faire des préventions pour diminuer donc les coûts de traitement ultérieurs. Le mode de vie également, donc il faudra penser au mode de vie. Dans la nutrition, on a parlé des fast-food tout à l'heure, donc avoir une alimentation qui est équilibrée, faire des exercices, donc il faudra avoir une activité physique régulière, éviter le stress. Le stress, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire, et avoir un bon sommeil suffisant, donc environ 7 à 8 heures par jour. Et donc les relations, avoir de bonnes relations. Donc ici, donc on va essayer donc de changer les mentalités, surtout accentuer sur le mode de vie, mais également sur le mode de vie, la prévention et la prise de sa responsabilité. Donc, une prévention qui va au-delà des examens médicaux. Donc, la prévention, il ne suffit pas seulement d'aller faire des examens médicaux, faire des analyses biologiques, mais également, il faut un don de soi-même. Donc, il faut une alimentation saine, donc équilibrée, donc pauvre, donc une alimentation équilibrée, pauvre en sel et en sucre, donc avec un régime, par exemple, un régime méditerranéen, donc diminuer donc, les aliments riches en gras, que ce soit les huiles, les graisses animales, maintien de poids de santé, donc il faut toujours avoir un IMC entre 19 et 25. Donc, c'est l'IMC idéal. Donc, si c'est supérieur à 25, donc l'IMC, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, si c'est supérieur à 25, entre 25 et 30, on va dire qu'il est en surpoids. Et si ça dépasse 30, on va dire qu'on est obèse. Faire un exercice physique régulier, donc 150 minutes de cardio par semaine. Donc, ça peut ne pas être donc, 150 minutes de haute intensité, mais faire une activité physique soutenable, mais l'important, c'est d'être régulier. 2 à 3 séances de musculation par semaine. Donc, dans l'activité physique, ce n'est pas les efforts intenses qui sont à encourager, mais c'est la régularité. Donc, avoir une activité physique soutenue. Donc, chaque personne, selon ses capacités, donc on sait que quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans ne peut pas faire, n'est pas comparable à quelqu'un qui a 60 ans, 50 ans. Mais tous les deux, on les conseille de faire une activité physique régulière. L'essentiel, c'est de faire une activité physique soutenable. Donc, si tu ne peux pas courir, les sujets âgés, ils peuvent faire des marches rapides pendant 30 minutes, donc 3 fois par semaine. Donc, faire des mouvements de... Il y a aussi la gestion du stress. Donc, comment faire la gestion du stress? Tu peux faire des méditations ou bien
être en pleine conscience, écouter de la musique, faire un soutien psychologique, donc que ça soit par un proche ou bien que ça soit par un psychiatre, un psychologue. Donc, l'essentiel, si on est en période de stress, donc il faut un soutien psychologique. Les moments privilégiés avec les amis donc, peuvent aussi aider donc, à la gestion du stress. Sommeil de qualité, donc il faudra avoir un sommeil de qualité, surtout la nuit. Donc, quand on parle de sommeil de qualité, donc, on peut dormir pendant 8 heures, 9 heures, mais que le sommeil n'est pas de qualité. Donc, il faut essayer d'avoir un sommeil de qualité. Donc, et ce sommeil de qualité, il est préférable qu'il soit la nuit, environ 7 à 9 heures par nuit. Arrêt du tabac. Donc, le tabac, il fait partie des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, dans la prévention, il doit y avoir un arrêt strict du tabac. Donc, nous avons terminé ici la présentation, donc, qui est principalement donc, le dépistage et la prévention. Donc, dans les pathologies chroniques, on dira que principalement, donc, c'est la prévention, donc, et un dépistage précoce pour amoindrir non seulement les coûts de traitement, mais également avoir un traitement beaucoup plus efficace et moins sévère. Donc, nous remercions de votre attention. Nous avons passé la parole à Laetitia. Et si Merci vous avez beaucoup. des questions, n'hésitez pas à nous interpeller. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Oui, comme docteur vient de dire, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les chats. Ah, je vois déjà des applaudissements. Merci. Docteur, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous présenter le processus à suivre si vous voulez voilà, donc avoir votre bilan de santé annuel. Donc, la procédure à suivre est que dès que vous choisissez votre prestataire de soins, vous allez vous connecter sur l'application Allard Health. Ensuite, vous allez cliquer sur Mes services. Et dès que vous choisissez le prestataire qui est dans votre région, vous allez donc télécharger la liste des examens couverts au titre de soins préventifs. Donc, nous avons un document que vous pouvez télécharger et vous pouvez trouver ce document sur l'onglet couverture. Et dès que vous téléchargez le document, vous allez ensuite contacter le prestataire de santé et informer-le que vous voulez prendre rendez-vous pour un bilan de santé. Et ensuite, vous allez donc envoyer les examens, donc cette liste des examens, vous allez envoyer ça au médecin. Ensuite, dès que vous avez reçu le devis de la part du prestataire, vous allez vous connecter une fois de plus sur l'application. Ensuite, vous allez télécharger votre devis. Et sous 3 à 5 jours ouvrables, vous allez recevoir une prise en charge. Donc, cela confirme que les examens dont vous avez droit sont couverts. Ensuite, vous allez vous rendre chez votre prestataire. Donc, n'oubliez pas votre rendez-vous. Munissez-vous de votre prise en charge et ensuite, profitez voilà, de l'expérience. Comme le docteur vient de le dire, il faudra vraiment, vraiment prendre ces tests et ces bilans de santé très sérieusement. Merci, docteur. On peut aller à la prochaine diapo. Donc, voilà les examens physiques de routine. Nous avons les analyses des antécédents médicaux, l'évaluation des signes vitaux et nous avons également l'examen physique donc du cœur, poumons, abdomen, la peau, etc. Et pour les hommes, nous avons aussi des examens donc rectal, testiculaire et de la prostate et pour les femmes, les examens de sein. Bon. Okay. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Merci beaucoup. En outre, nous avons également inclus ces tests, donc les analyses d'urine, l'évaluation du test cardiovasculaire, la glycémie à jeûne, les bilans lipidiques à jeûne et également le VIH-Sida. OK, merci docteur. Prochaine diapo. Et nous avons également les analyses sanguines complémentaires. Donc, ces analyses de sang
sont limités aux tranches d'âge et fréquences suivantes. Donc, si vous avez 18 ans à 39 ans, vous pouvez avoir ces tests tous les 5 ans. Et de 40 ans à 49 ans, une fois tous les 3 ans, 50 ans et plus, une fois tous les 2 ans. Et vous pouvez passer à la prochaine diapo, docteur, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, pour les femmes, vous allez trouver qu'il y a les tests un frottis vaginal. Nous avons aussi les tests pour stimulation des hormones et vous pouvez aussi faire des tests de recherche d'hémoglobin humain dans les selles ainsi que la mammographie. Et pour les hommes, nous avons les dépistages de la prostate ainsi que les recherches d'hémoglobin humain dans les selles. Et vous allez voir que ces tests sont limités aux fréquences d'âge, aux intervalles d'âge ainsi que fréquences. Mais c'est bien de noter que ces limites s'appliquent que si vous êtes asymptomatique. Donc, vous ne présentez pas des symptômes et vous n'avez pas un historique dans la famille, ces limites s'appliquera à vous. Mais si vous faites partie d'une catégorie à haut risque et que votre médecin vous a recommandé ces tests plus fréquemment, vous pouvez donc les avoir. Ce qu'on va faire est qu'on va demander que vous présentez vos rapports médicaux et un justificatif de la part de votre médecin en expliquant pourquoi vous devrez avoir ces tests plus fréquemment. Voilà. Donc, nous sommes maintenant à la phase de questions et réponses. Si vous avez des questions pour le docteur, n'hésitez pas à les écrire dans les chats et voilà, le docteur va répondre à toutes vos questions. Mais déjà, moi, je pense que le docteur a déjà bien expliqué. Moi, je n'ai pas de questions, mais si vous en avez en tout cas, nous sommes là docteur est là pour vous répondre. Merci beaucoup. Je ne vois pas encore des questions dans les chats, donc je pense qu'on peut tous être d'accord du fait que le docteur nous a quand même bien expliqué quels sont les tests préventifs. Et voilà, donc je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre présentation et docteur, nous vous remercions infiniment pour cette présentation et nous espérons vous revoir encore dans les prochaines sessions des webinaires. Et comme docteur vient de le dire, il est au Sénégal et si vous vous trouvez au Sénégal, donc voilà, docteur est là. Je ne sais pas, docteur, si vous voulez partager peut-être vos coordonnées, juste nous dire plus ou les membres peuvent vous trouver s'ils sont au Sénégal. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, mes coordonnées, vous pouvez me contacter par mail. On va partager dans la conversation. Ou bien même mon contact, vous pouvez me contacter avec le 77 271 54 71. Donc, vous Super. pouvez me contacter par WhatsApp. L'indicatif, c'est plus 221. Super. Merci énormément, docteur, et merci beaucoup pour votre temps. Donc, nous aurons encore un prochain webinaire. Donc, il faudra vérifier dans vos emails. Et voilà, je ne vais pas vous dire quel est le sujet pour le prochain webinaire, mais sinon, attendez-vous à nos emails. Merci beaucoup pour votre temps et bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.